mythifiant, et la deuxième, c'est en démythifiant. Le monde du mythe, c'est un monde qui vous fait rentrer dans le symbole, qui vous fait rentrer dans la mythification, qui vous fait rentrer dans l'expansion, l'exagération. Mais c'est aussi un monde qui vous en fait sortir. Quand on était à Delphes, bien sûr, on est dans un monde mythique, mais on est dans un monde où sur le temple d'Apollon était marqué « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux ». Qu'est-ce que dit le mythe? Le mythe dit à celui qui vient écouter les mythes, n'écoutez pas les mythes, ne restez pas à l'extérieur des mythes, ne restez pas à l'extérieur des dieux, ne restez pas à l'extérieur du religieux. Rentrez en vous-même. L'important, ce n'est pas les dieux, ce n'est pas la religion, l'important, c'est vous-même. Si vous avez compris vous-même, vous avez compris les mythes et les dieux. Si vous allez dans le monde des mythes, des dieux et du religieux sans aller en vous-même, vous n'avez rien compris aux mythes, aux dieux et à la religion. Donc moi, je trouve prodigieux qu'un lieu comme le lieu de Delphes, qui est un lieu religieux, soit en fait un lieu intérieur dans lequel le religieux nous dit « ne vous intéressez pas au religieux, sortez du religieux ». C'est-à-dire le monde du mythe et le monde de la démythification. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière pour le monde du mythe de pouvoir survivre. Qu'est-ce qui fait que le mythe est le mythe? C'est que les gens sont vivants, qu'ils ont des vraies pensées, qui sont dans le réellement réel. Et quand est-ce qu'ils sont dans le réellement réel? Quand ils sont dans la vie intérieure. Et donc, à un moment, la meilleure manière de servir le mythe, c'est de servir la vie intérieure. Et si un mythe n'est plus en relation avec la vie intérieure, il meurt. Donc, nous disons quoi? Nous disons que la pensée n'est pas née après le mythe. La pensée est née à l'intérieur du mythe. La pensée est née à l'intérieur du symbolisme. La pensée est née à travers l'interprétation. Et ça, vous voyez, c'est important pour la vie de notre moi. Qu'est-ce que ça veut dire « deviens qui tu es, connais-toi toi-même » Ça veut dire « rentre dans le monde des mythes et sors-en, et va dans ta vie intérieure ». Et là, tu vas découvrir quoi? Tu vas découvrir le réellement réel. Et le réellement réel, c'est le point qui unit la nature, les hommes et les dieux. La nature, les hommes et les dieux sont quoi? L'expression du réellement réel. Le réellement réel matériel, le réellement réel personnel et le réellement réel transcendant. Et tout ce réellement réel, c'est ça la vie intérieure. Alors, vous voyez, pour nous, c'est important. Pour moi, avoir une vie intérieure, c'est rentrer dans un monde symbolique et c'est de rentrer dans un monde d'interprétation. C'est-à-dire, c'est d'apercevoir, premièrement, que la vie nous raconte des tas d'histoires et deuxièmement, que ces histoires, elles véhiculent des messages. Et donc il faut à la fois s'ouvrir à l'histoire, s'ouvrir au message. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit des choses intéressantes. Et quand on dit des choses intéressantes, qu'est-ce qui se passe? On ne loupe pas ces dîners parisiens. On ne s'ennuie pas. Et comme on ne s'ennuie pas, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas n'importe quoi, donc on n'est pas dans le repentir et la culpabilité, parce qu'on se rend compte que les autres existent. Et puis, quelque part, on ne vit pas non plus dans la nostalgie. On est nourri. Voilà, on est nourri par la vie et on a quelque chose qui fait que, eh bien, on n'a pas une minute à perdre pour exister et rentrer dans l'existence. Alors, qui est-ce qui a très bien compris les mythes? C'est Oedipe. Vous savez que l'histoire d'Oedipe est absolument prodigieuse. L'histoire d'Oedipe, pour moi, c'est une histoire symbolique. On vous a tous expliqué que Oedipe, c'était quand même cet homme qui était voué à épouser sa mère et tuer son père. Et on se dit, le pauvre Oedipe, il est obligé de commettre un parricide et un inceste, et c'est le destin que lui ont donné les dieux. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas comprise du tout dans l'histoire du mythe d'Oedipe. C'est que c'est très bien de tuer son père et très bien d'épouser sa mère. Et qu'il faut prendre les choses poétiquement. Regardez ce qui se passe.
Lorsqu'on dit aux parents d'Œdipe, votre fils va être celui qui va tuer son père et épouser sa mère, ils sont horrifiés, ils abandonnent son fils, leur fils. Lorsque Tirésias révèle àŒdipe qu'il va être celui qui va tuer son père et épouser sa mère, il est effrayé. Il part sur la route de Thèbes. C'est quoi Thèbes? Thèbes, c'est une ville initiatique. Que nous raconte l'histoire d'Œdipe? L'histoire d'Œdipe nous raconte une initiation. En quoi consiste l'initiation? L'initiation consiste à rentrer dans le monde symbolique. Et qui est-ce qui va nous faire rentrer dans le monde symbolique? C'estŒdipe. Quand on dit àŒdipe, tu es celui qui va tuer son père et épouser sa mère, qu'est-ce qu'il faitŒdipe?Œdipe, il a un inconscient très bien structuré, il va vers la ville initiatique. Donc ça, c'est formidable, c'est-à-dire il est rentré dans le symbolique. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Sur la route, il rencontre un obstacle. Il rencontre quelqu'un qui, lui, l'empêche de passer. Qui est-ce qui nous empêche de passer dans la vie? C'est des gens auxquels on donne une autorité complètement imaginaire. C'est les pères fouettards qu'on a dans la tête et qui nous empêchent d'avancer. Donc il faut tuer le père. Mais quel père il faut tuer? Il ne faut pas tuer le père qui te donne la vie. Il faut que tu tues le père que tu as dans ta tête, qui t'empêche à un moment d'exister. Et tant que ce père-là, tu ne l'auras pas tué, tu ne pourras pas avancer. La preuve, qu'est-ce qui se passe?Œdipe commet un merveilleux crime. Il tue son père fouettard intérieur. Il arrive devant Thèbes. Qu'est-ce qu'il y a devant Thèbes? Le sphinx. Qui est le sphinx? Un animal mythologique qui représente le passage, la coexistence de l'animal et de l'humain. Et qu'est-ce que dit le sphinx? Le sphinx est devant les portes de la ville initiatique. Il pose des énigmes aux voyageurs, et tout voyageur qui peut répondre à une énigme, eh bien, si le deal est le suivant, si un voyageur répond à l'énigme, il peut rentrer dans la ville initiatique qui est Thèbes, et il n'est pas dévoré par le sphinx. Mais s'il n'arrive pas à répondre à l'énigme, il ne peut pas rentrer dans la ville de Thèbes. Vous connaissez la fameuse question, quel est l'animal qui a 4 pattes le matin, 2 pattes à midi, 3 pattes le soir? EtŒdipe répond l'homme. Je voulais juste vous dire, ça c'est un petit truc que j'ai trouvé. Comment s'y est-il pris,Œdipe, pour répondre au sphinx? C'est très simple. Il a exercé sa vie intérieure. On me dit, quel est l'animal qui est à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir? Si je m'applique à moi-même cette question, je trouve la solution. A priori, c'est incompréhensible, cette question. Sauf si à un moment, je me dis, mais je suis cet animal à 4 pattes, je suis cet animal à 2 pattes, je suis cet animal à 3 pattes. J'ai été un petit bébé qui était à 4 pattes. Je suis un homme qui marche sur ses 2 jambes. Et je serai un vieillard avec une canne. Donc je suis tout ça. Je suis le bébé, je suis le vieillard, je suis l'homme. Et donc, c'est moi. Et qu'est-ce que faitŒdipe?Œdipe traduit les symboles, passe de la mythologie à la réalité et permet à un moment de rentrer dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait dans la ville? Dans la ville, il est capable, parce qu'il est capable, parce qu'il a tué le père fouettard, parce qu'il est capable d'interpréter les mythes, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut épouser sa mère. C'est quoi sa mère? La mer, c'est l'océan, c'est les eaux, c'est les eaux primordiales,
c'est l'inconscient, c'est l'ensemble des possibles. C'est-à-dire que nous rentrons dans ce que Annick de Souzenel appelle le féminin intérieur, la nuit des possibles. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Oedipe avance, bien, il y a des forces négatives qui veulent l'empêcher d'avancer. Et il déclenche une peste. Et tout d'un coup, s'aperçoit qu'il est... dit qu'il a déclenché la peste. Pourquoi? Parce qu'il a épousé son père et il a tué sa mère. Non, il a tué son père et il a épousé sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, effectivement, les gens et le monde est furieux qu'il ait tué son père et épousé sa mère. Et donc, il y a une peste. Et qu'est-ce que fait Oedipe? Bien, Oedipe fait quelque chose d'étonnant, s'apercevant, prenant conscience, arrivant à l'état de conscience d'avoir réalisé une opération initiatique, il se crève les yeux. Ça veut dire quoi? Il se crève l'œil extérieur pour rentrer dans l'œil intérieur. Et là, il peut, guidé par sa fille Antigone, visiter toutes les villes de Grèce pour pouvoir enseigner aux gens l'initiation. Oedipe, c'est un exemple de vie symbolique réussie. Alors, dit comment? À travers un récit terrible, apparemment tragique, nous avons quelque chose qui est extraordinairement cohérent du point de vue symbolique. Et qui nous montre ici une expérience du moi profond. Alors je terminerai mon propos en parlant de Socrate et en parlant du connais-toi toi-même. J'ai dit au début de mon propos que la question du moi, c'est la question de la réalité, c'est la question de la pensée, c'est la question de la beauté. Les Grecs ont recherché la vérité. Ils ont recherché la vraie vie. Et ils ont trouvé la vraie vie dans la vie spirituelle, la vie de la pensée, la vie de la présence à soi qui permet de développer le réellement réel. Socrate a actualisé les mythes, l'interprétation, le symbolisme, à travers la philosophie. Comment procédait Socrate pour libérer la pensée des êtres? Bien, il procédait d'une seule manière, il passait par les questions. Et plus encore, par la répétition. Quand Socrate dialoguait avec les gens autour de lui, il leur demandait une seule chose: est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me répéter ce que tu viens de dire? Et en général, beaucoup de gens se sentaient totalement ridicules en répétant ce qu'ils venaient de dire, et par là même se rendaient compte de leurs erreurs et provoquaient une mutation intérieure pour aller vers leur véritable pensée, au lieu à un moment de dire n'importe quoi. Là, nous avons affaire à la naissance de la philosophie. Et la naissance de la philosophie, bien, nous apercevons que dès que nous sommes capables de nous questionner, nous refaisons toute l'histoire que l'on trouve dans la Grèce, dans la mythologie, dans le passage à la vie intérieure et dans la genèse du réellement vivant. Alors, résumons-nous. Deviens qui tu es, c'est une des phrases les plus extraordinaires de la pensée humaine. C'est quelque chose qui a parcouru toute la pensée occidentale et qui est aujourd'hui le problème numéro un. Nous sommes dans un monde qui nous donne beaucoup de bien-être, nous sommes dans un monde qui nous donne beaucoup de droits, nous sommes dans un monde qui souffre de ne pas pouvoir découvrir son être intérieur et qui a besoin de penser, qui a soif de penser. Tout, je dirais, vous voyez, l'idée que je propose, c'est de dire le moi se trouve dans la pensée et non pas dans le moi. Et c'est dans l'expérience de la pensée
que nous découvrons qui nous sommes. Donc, les Grecs, Martial, Saint-Augustin, Nietzsche, ont bien compris que la question du moi, la question de l'individu, c'était la question de la pensée. Et que être soi, c'est découvrir le philosophe qu'il y a en soi. Est-ce que ceci nous met loin de l'entreprise et du concret? Au contraire. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, en entreprise et dans la vie active, il y a quelque chose qui est fondamental et de plus en plus recherché, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Le savoir-être, c'est la même chose en même temps, donc c'est le rayonnement, c'est la motivation, c'est quelqu'un qui est véritablement là et qui est une richesse extrêmement précieuse. En fait, c'est ça que nous recherchons. J'ai regardé un jour les grilles des notations des professeurs et j'ai vu qu'on était noté sur notre rayonnement. On avait des notes de rayonnement. C'est pas complètement idiot. Un cours de philosophie doit être vivant, doit être vécu de l'intérieur. C'est ce qui fait qu'à un moment, la philosophie est philosophique. Je m'arrête là en vous remerciant pour votre attention. Alors, bien sûr, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions à partir de cette proposition développée devant vous. J'ai une question sur le mot devenir, devient qui tu es, induit un mouvement quand même. Oui. Et cette notion du en moi pour soi, enfin de ce moi profond, comme vous l'appelez, il est toujours en devenir, il n'existe pas. Qui tu es est un... Tu n'es qu'en mouvement, tu n'es jamais fini. Et donc c'est un petit peu ce paradoxe dans la phrase, dans deviens qui tu es, c'est ce mouvement vers cette spiritualité ou ce divin qu'on n'atteint jamais réellement. C'est vrai ça? Le devenir, c'est le contraire de l'être. Oui. Parménide est le penseur de l'être, Héraclite, le penseur du devenir. Le devenir, c'est le chaos. Le devenir, c'est l'explosion. Le devenir, c'est donc, c'est pas l'avenir, le devenir. C'est même pas le mouvement, c'est l'instabilité totale. Alors, ça veut dire quoi? Cette phrase « deviens qui tu es » est une phrase de mutation qui consiste à dire « tu existes, il faut que tu désorganises celui qui vit actuellement au niveau simplement de l'existence pour aller vers l'être. » Donc deviens ce qui tu es, c'est fais ta révolution personnelle. Change, transforme-toi complètement. Bouge-toi. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'existence. Et là, vous voyez, je pense qu'il est important de dire qu'on peut arriver à découvrir qui l'on est à partir du moment, et que ce n'est pas inaccessible, et ce n'est pas quelque chose qui est toujours en mouvement, parce que c'est un peu désespérant. Si on dit, écoutez, on ne peut pas se connaître, on est complètement inaccessible et tout, il y a quelque chose de désespérant. À l'inverse, si on dit, écoute, voilà, ta réalité véritable se trouve dans la pensée, et pense, et va vers ta pensée, et découvre le penseur qu'il y a en toi, là, il y a quoi? Ben là, j'ai quelque chose, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui me permet de vivre. Il y a moi, il y a le penseur qui est en moi, je fais la comparaison entre les deux, et je vois à un moment ma vie évoluer. Et là, j'ai quelque chose de fort, de solide. Voilà, donc je crois que derrière la phrase « deviens qui tu es », il y a quand même une phrase, je dirais, bousculante par rapport à la banalité. Deviens ce que tu es, c'est va du moi banal au moi profond. Va de l'être ordinaire à l'être extraordinaire. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette question qui nous permet de faire cette précision. Oui? Plusieurs personnes? Oui?
Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a une identité profonde? Le terme identité. Tout à fait. D'accord. Et puis j'avais aussi une deuxième question. Vous aviez parlé auparavant de l'essence. Et j'ai un petit peu perdu le fil. L'essence, c'est la pensée. Existence, essence, être. Nous faisons quoi? L'essence, c'est le moment de la pensée. Je recherche l'essence de quelque chose. Je recherche ce qui est le réellement réel de la chose. Et je le fais par l'expérience de la pensée. L'identité, notre identité profonde, c'est l'identité de la réalité. Et l'identité, on le trouve dans le réellement réel, c'est-à-dire on le trouve dans la plénitude. Et la preuve, c'est que la plénitude nous parle, nous souffrons si nous ne vivons pas dans la plénitude, nous nous sentons appelés par elle. Dans l'ennui, je fais l'expérience de la plénitude, c'est-à-dire je ressens un vide insupportable qui appelle un plein qui devrait exister, qui n'existe pas. Si je comprends bien, excusez-moi. Oui, oui. Donc l'essence, c'est cette espèce d'appel qui permet de passer de l'existence à l'être. Voilà, c'est la pensée. D'accord. Vous remplacez essence par pensée. D'accord. Et le terme de vie, Oui. est-ce que la vie, c'est un petit peu tout cela? C'est-à-dire, ce sont les différentes modalités de la vie, ce dont vous avez parlé ou pas? Exact. D'accord. Si vous voulez, la vie, c'est un principe d'animation par rapport à quelque chose qui est inanimé. La vie, Aristote, quand il parle de Dieu, dit Dieu, c'est la cause, c'est l'être et c'est la vie. La vie, c'est ce qui fait que nous vivons dans un monde qui n'est pas inerte, qui n'est pas mort, mais c'est un monde qui fait quelque chose, c'est une réalité qui vit, qui agit, qui est agissante. Voilà, c'est ça. Donc nous dirons, fondamentalement, la vie est un principe d'action qui nous met dans un univers agissant. Il y avait une autre question près de vous. Oui? Quand vous parlez de cette vision glorieuse de la vie, en fait, comment vous situez alors les gens qui se suicident? C'est un défaut de conscience? Pour moi, il y a deux types de suicides. Vous avez un suicide d'orgueil et vous avez un suicide de désespoir. Le suicide d'orgueil, c'est le suicide dostoïevskien, de celui qui dit « on ne m'a pas laissé le choix de naître, mais je vais arriver à la toute-puissance et à la création par la mort, et donc mon suicide va être mon œuvre d'art, et je vais devenir l'égal de Dieu. » Donc ça, si vous voulez, il y a toute une partie de gens qui se suicident par toute puissance. Et après, vous avez autre chose, vous avez le désespoir. Quelqu'un qui ne voit plus de solution. Il cherche une solution, il n'en voit plus, et il... pardon, excusez-moi. Et il imagine que le suicide va être la fin de la souffrance. En fait, ce qu'il veut, c'est pas mourir, c'est ne plus souffrir. On est dans un état confusionnel. J'avais entendu un jour, sur France Culture, une émission, une jeune fille disait qu'elle avait fait 3 tentatives de suicide, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas la vie, mais parce qu'elle l'aimait trop. Et qu'elle était déçue parce qu'elle ne trouvait pas des solutions par rapport à ses attentes. Je pense que c'est ça. Alors, quelqu'un qui se suicide est souvent égaré par rapport à sa vie. Il n'est pas hors de vie. En fait, il fait des erreurs. Il est dans un état confusionnel. Il y a toujours des solutions dans l'existant, mais on pense qu'il n'y en a plus. Et on voudrait une solution tout de suite, on n'a plus le temps d'attendre, et donc à un moment, on met fin à ces jours. Et là, on vit... c'est un drame, vous voyez. Voilà. Mais je pense que, en fait, paradoxalement, quelqu'un qui se suicide a un désir de vie. Schopenhaueralise le suicide. On l'idéalise. D'autres questions?
Juste une précision peut-être, une pensée plutôt. Vous avez parlé d'un état, d'un certain équilibre entre un état banal Oui, et un état Tragique. un peu divin, tragique et divin. Je crois un peu, oui, si j'ai bien compris. tragique, tragique. Le Tragique d'un contraire, côté et de le l'autre. contraire du banal, c'est tragique. Banal ou tragique. Et alors, on se situe entre les deux. C'est ce que vous avez. Il faut les éviter tous les deux pour arriver à se centrer. Et c'est ce que dit Paul Diel. Et il dit, dans toute la dialectique du tragique, toute la dialectique mythique nous montre des êtres évoluant entre le banal et le tragique. Et l'homme doit trouver sa voie, comme dans un labyrinthe, sachant qu'il n'a ni le droit de se prendre pour rien, ni le droit de se prendre pour Dieu. Il doit se prendre pour lui-même. Il doit être ce qu'il est, il doit devenir ce qu'il est. Alors donc ce positionnement est différent pour chacun. Certains doivent être plus tragiques, d'autres vont plus dans la banalité. On va Tout à fait. le tout se trouver son équilibre entre les deux. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a les structures et il y a la manière dont chacun le vit. Et il y a la progression par rapport à la centration. Je crois que chacun sent s'il est juste par rapport à lui-même ou s'il ne l'est pas. Et je crois que c'est le travail de chacun d'aller vers là où il doit être et pour effectivement, à sa manière, jouer la mission qui est la sienne, c'est-à-dire vraiment être un homme dans l'univers. Et alors, Oui, le lien entre la pensée et l'action, la mise en mouvement, alors comment elle se fait selon vous? c'est la même chose. C'est-à-dire, la pensée, c'est l'action. Et l'action, c'est la pensée. Alors, je m'étais dit, vous voyez, quand est-ce qu'on agit? On n'agit pas quand on fait ceci ou cela, mais quand on est. Vous avez des tas de gens qui font des choses, mais ils n'ont pas fait bouger la conscience humaine. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont agi. Les gens qui ont agi, c'est des gens qui ont changé et fait évoluer la conscience des gens, ou qui ont amené de la conscience. Voilà. Là, il y a une véritable action. Par exemple, dans l'inconscient, dans la conscience collective, tout le monde pense que Nelson Mandela a vraiment agi. Tout le monde pense que Gandhi a vraiment agi. Et en disant, ça c'est de l'action, c'est pas de faire la vaisselle. Vous voyez, on peut faire la vaisselle, on peut faire des choses pratiques, c'est très utile, mais ça ne touche pas en profondeur nos existences. Donc, vous êtes agissant quand on est agissant, quand on est dans la présence, quand on a cette présence, elle amène de l'amour, elle amène du feu, elle amène de la passion, elle amène de l'intérêt, elle amène de la liberté, elle amène de la motivation. Là, on est au cœur. Et je dirais que vous avez des gens qui transforment l'atmosphère d'une pièce, positivement, malheureusement parfois c'est négatif, mais quand ils existent, et là on dit, là, il se passe quelque chose. Oui. Donc c'est intéressant. Où en sommes-nous par rapport à l'être présent? Alors il y a des tas de manières d'être présent. Et on peut être présent par des choses simples, des choses humbles, mais on existe vraiment. Oui, ça se voit très bien quand on dit que donner, c'est donner avec son cœur, et pas simplement donner. Et qu'il y a l'intention qu'il y a derrière. Et qu'à un moment, il y a des gens, on dit, voilà, il donne, mais en fait, il n'a rien donné. Il n'a rien donné derrière tout ça. Oui. Moi, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est que ça me permet de préciser une chose. Nous vivons une histoire métaphysique, en permanence. Nous vivons dans un monde invisible. Mais nous avons tellement l'habitude de tout ramener à l'existence, à l'ego, et de ne pas voir le deuxième plan, que justement on pense qu'on ne le vit pas et on pense que ça n'existe pas. Sauf quand on a affaire à des vraies relations humaines, à du vrai travail, à quelque chose qui a vraiment du sens, là on est dans ce rapport à la présence. Alors là, mais on s'en rend compte. On s'en rend compte, si ça n'existe pas, on s'ennuie. On s'ennuie. D'accord? Et par rapport à... Donc, c'est un peu déstabilisant au départ, parce que pour nous, l'action, c'est faire. Et on oublie toujours que l'action, c'est être. Arrêtez de faire, soyez. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que vous avez fait cet été? On a fait la Turquie. Oh. C'est horrible. Fait. Je voulais juste... Oui. Parce que ce que vous dites est très intéressant dans l'entreprise.
Oui. Où c'est vraiment dans le monde du faire. Et comme vous dites, on voit très bien quand quelqu'un arrive dans une pièce, c'est des fois une seule personne qui va, sans rien faire d'ailleurs, elle va faire changer les choses. Et je trouve ça assez intéressant de le relier à... Et je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise recherche ça. Ah oui. Et que ça s'appelle la motivation. Et que, pour moi, tout le problème, le véritable manager, c'est quelqu'un qui va permettre à l'être d'apparaître. Alors, c'est très concret ce dont je parle. J'ai écouté l'autre jour un commentaire sportif sur une équipe qui avait été battue. Et on interroge les gens, dire pourquoi ce match? Et il disait quoi, le joueur? Dans la deuxième mi-temps, on n'était pas là. On n'était pas là. On n'a pas été présents. Les spectateurs, le match leur est passé dessus. Et donc, vous pouvez gagner un match de foot parce que vous êtes là et que quand vous y êtes et que vous avez vraiment envie de jouer. Alors là, c'est passionnant. Et ça se voit partout. C'est ça qu'on demande. Hein? On demande à un moment... Tout le monde a dit, on a tous eu des moments, on dit, mais écoute, dans ce dîner, les gens n'étaient pas là. La maîtresse de maison n'était pas là, le prof n'était pas là, le médecin n'était pas là, il n'y avait personne. Mais personne, c'est un désert. Pourtant, les gens sont là. Mais non. Ils étaient dans le faire et pas dans l'être. Dans le domaine du sport, on voit des problématiques de substances illicites. Alors, après, il y a le problème. Mais oui, mais parfois, alors ça, c'est vous soulevez un autre problème. Mais le problème de l'être me paraît important. Et dans nos métiers, on dit vous êtes philosophe, voilà. Vous êtes, je fais de la philosophie. Vous faites de la philo, vous êtes philosophe. On est boulanger, on est mécanicien. Ben, ça dépend, c'est-à-dire que... Non, mais c'est impressionnant de dire je suis. Non. On représente un métier, alors qu'on fait un métier. Mais je crois à un moment, vous avez, par exemple, vous avez des gens... c'est pas qu'ils font de la philosophie, ils sont la philosophie. Alors là, vous vous dites, voilà. Donc, vous avez des gens, vous dites, ils sont les mathématiques. Vous avez des gens, ils sont l'entreprise. Là, pour moi, les grands managers dans l'entreprise, vous voyez un grand patron, vous vous dites, lui, c'est l'entreprise. Tu le regardes, tu vois l'entreprise. Voilà. Ça, on a vu ça. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'osmose qui fait exactement penser à la réalisation du zen. Le zen dit, si tu veux peindre le bambou, sois le bambou. Si tu veux tirer à l'arc, tu es la flèche. Tu n'es pas à l'extérieur, tu n'es pas à moitié. Je trouve ça absolument passionnant. Là, on est dans le réellement réel, et là, on devient productif. Socialement, politiquement, économiquement, c'est une mine d'or. Et je crois que c'est ça qu'on recherche. Et que la clé du management, c'est le savoir-être. Et que c'est absolument passionnant. C'est pour ça qu'on fait des séminaires, qu'on réfléchit pour voir comment se mettre dans l'axe. En fait, il y a quelque chose qui est frappant, parce que souvent on dit on incarne. Voilà. Mais on incarne, il y a la chair dans Ouais. incarner. Ouais. Et, Alors qu'on est en train de parler de l'être. et je crois que dans la véritable action n'est pas de l'ordre du faire, mais de l'être. Et qu'à un moment, si on a affaire à des gens qui sont vraiment présents, alors là, c'est fantastique. Je reprends l'histoire du sport. L'histoire du sport, c'est quand même très important. Il y a en rugby une cérémonie qui est la cérémonie de la remise du maillot. Et en général, c'est l'ancien qui a eu le maillot qui va donner le maillot à l'autre et qui lui dit « Demain, tu vas jouer pour l'équipe de France. Est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as? Il y a des millions de gens qui ne regardent que toi et il faut que tu gagnes. » Regardez ce qui s'est passé dans la dernière Coupe du Monde de foot avec le match ahurissant du Brésil contre l'Allemagne. Regardez un moment, pendant 6 minutes, il n'existait plus, ils se sont pris 4 buts en 6 minutes, on n'avait jamais vu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le capitaine de l'équipe est sorti de Brésil, il pleurait, et en disant, on n'a pas le droit de jouer comme on a joué par rapport à tous ces gens qui nous regardent et qui avaient mis de l'espoir en nous.
et c'était la honte totale. Donc c'est des drôlement important, mais il y a des moments de conscience. Tu vas jouer pour l'équipe du Brésil, tout le monde va être derrière toi, il faut que tu sois là à 200%, que tu sois présent, que tu penses, que tu sois dans le réellement réel. Et donc ça, c'est... Et donc, alors, on pourrait reprendre toujours le foot, mais vous aviez un des grands joueurs brésiliens qui s'appelait Pelé, et Pelé, c'était quelqu'un qui avait la vision. Il avait vu un jour un goal qui s'était trop avancé de son goal, et il a fait un but de 60 mètres. Il a envoyé un ballon, et il a tiré un but de 60 mètres parce qu'il a vu que le gardien était trop sorti. Voilà. Il a la vision. Il est là, il est présent. Alors là, on déclenche des choses presque thaumaturgiques. Vous voyez, c'est énorme. Et moi, ça m'intéresse au niveau de la pensée, de la présence, en me disant, mais là, quand, vous voyez, on m'explique la philosophie comme ça, je comprends. Ça me dit quelque chose. Je comprends Socrate, je comprends Platon, je comprends Aristote, je comprends Heidegger. Je me dis, c'est ça qu'ils ont voulu. Le réellement réel. Et toujours, je dis à Bertrand, merci de nous expliquer la poésie comme ça. Merci à Bertrand Vergely. Voilà. Parce que là, c'est toi qui es là pour nous dire. Voilà. Et j'ai la chance de l'avoir entendu depuis pas mal d'années. Et c'est un vrai bonheur. Et ta pensée aussi nourrit beaucoup. Et je reviens sur ce livre. Donc, tu n'as pas fait de paraphrase de ce livre. Il ne nous a pas du tout raconté ce livre. Il a raconté tout à fait autre chose. Mais ça, c'est Bertrand. Et vraiment, ce livre est encore un autre esprit, une autre façon, parce que l'écriture de Bertrand est totalement différente de son parler. Oui. Très intéressant du reste. Vous avez du Bertrand Vergely, bien sûr, hein, c'est sa pensée, c'est lui qui l'a signé, c'est lui qui l'a concocté. Mais généralement, tu ne reprends pas ce que tu prends dans tes livres. Bertrand est pensé. Et quand il parle, il est dans sa créativité, dans son être intérieur. C'est-à-dire que si je vous avais raconté le livre, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé, mais là, c'est sûr que vous auriez un monument d'ennui, parce qu'on ne récite pas des livres. On ne récite pas un livre. Mais le livre est intéressant et le livre est fameux. Voilà, merci à vous de votre présence. Juste, la conférence a été filmée, c'est la première fois du reste qu'elle est filmée. Merci à Jean-Marc de le faire. Alors, elle va être sur le site de Vie et Management en petits morceaux. Pour ceux qui voudraient le CD intégral pour l'offrir à une occasion ou une autre, merci de remplir la petite feuille avec une souscription pour un CD et on vous l'enverra. Voilà, merci pour votre présence. Moyennant bravo de 10 euros. À Véronique de faire tout ça. C'est des bons moments. Si on peut passer des moments à parler de tout ça, je crois je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en ce qui me concerne. Deux choses pratiques. Continuez la discussion autour du buffet qu'a préparé Véronique. Et d'autres amis. Et absolument. Et l'autre chose, 3 volontaires avec moi pour qu'en 3 minutes on range les chaises, s'il vous plaît. Alors, juste, les prochaines dates, c'est 8 décembre, parce que celle du mois d'octobre, il y a trop de ponts, il y a trop de vacances. 8 décembre et 2 février. Les intervenants sont encore en instance de réponse. Mais vous avez un thème sur la transition fulgurante, je vous en parle quand même, parce que le titre est assez extraordinaire. Le directeur